Jean-Bernard, il est temps de nous donner quelques bons tuyaux. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, évidemment. Il y a un truc énorme dont on n'a pas encore parlé au Panama, mais qui à lui seul est un vrai spectacle, avant même les paysages et la nature, c'est le canal. Ben oui, Philippe, permettez-moi ce jeu de mots, mais c'est le canal historique. Vous vous prenez pour Nathalie Corel? Ah, ça y est. J'ai essayé. Écoutez, le canal de Panama, c'est vrai, c'est la grande attraction du pays. C'est d'ailleurs assez rare qu'un canal, qu'un ouvrage d'art, finalement, soit à ce point un atout touristique dans un pays. On connaît le canal de Suez, mais le canal de Panama à côté, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Ouais. Un tout petit rappel historique et géographique. Ce canal, il fait 80 km, il relie l'Atlantique et le Pacifique, ce qui évite un détour de plusieurs milliers de kilomètres à tous les bateaux. Ouais. Et il a un lien avec la France, c'est ça qui est intéressant pour nous, car c'est un Français, Ferdinand de Lesseps, qui a dirigé la construction des travaux au 19e siècle. Ouais. Des travaux titanesques, vous en doutez bien. Enfin, travaux première version, parce que les Français ont échoué. Il y a eu un fiasco financier, évidemment. Mais pas que financier, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans les travaux, et puis ils avaient prévu, comme Lesseps, il avait fait le canal de Suez, il a eu la même idée, on va faire un canal à plat, sauf que là-bas, il y a du relief. Eh ben voilà, il y a le relief. Et il n'a pas voulu faire d'écluses, et ça a été un carnage, plus la malaria et tout ça, il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts, ouais. Alors aujourd'hui, ce canal, il est emprunté chaque année par plus de 14 000 navires, c'est vraiment gigantesque, dont certains à très fort tonnage. Et croyez-moi, Philippe, c'est un spectacle extraordinaire, justement, parce que le long du canal, il y a des belvédères qui ont été aménagés et qui permettent aux visiteurs de profiter de ce spectacle des navires qui passent. Sur les eaux sombres du canal, on voit une enfilade de cargos de toutes les couleurs qui se suivent à la queue leu-leu. Ouais. Et mieux que ça, il y a un site qui s'appelle Miraflores, je pense que vous le connaissez, Philippe. Ouais. Il y a une écluse qui est gigantesque, elle fait 3 km de long, et devant l'écluse, à quelques mètres, il y a un restaurant panoramique d'où l'on peut voir les cargos géants faire leurs manœuvres dans l'écluse. Et c'est des immeubles, hein, les cargos. Alors, je peux vous assurer que la vision d'un porte-conteneur qui fait 400 mètres de long, 30 mètres de haut, chargé à ras la gueule, en pleine manœuvre dans l'écluse, à quelques mètres de vous, c'est vraiment un souvenir qui est indélébile, quoi. Et il y a un autre spectacle, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le canal, c'est pas un petit canal, enfin un canal tout droit avec du béton autour, c'est qu'au milieu de Panama, c'est surtout un grand lac artificiel. Grand lac. Et quand ils ont préparé le lac, ils ont oublié de couper tous les arbres. Et donc il y a des milliers d'arbres morts qui dépassent du lac, et c'est un très beau spectacle. Et en plus, de part et d'autre des berges, c'est aussi le contraste que j'ai beaucoup aimé. Vous avez ces colosses de métal, ces monstres métalliques, et de part et d'autre, vous avez des berges avec la forêt luxuriante dont on a parlé. Il y a votre environnement à vous, Mathieu. On a des berges avec les singes qui crient, les oiseaux qui piaillent, et vous avez ces colosses qui passent juste devant. Un contraste absolument incroyable. Moi, j'ai adoré cette séquence. Mathieu, vous avez le coin que vous conseilleriez à un visiteur qui ne connaît pas le Panama? C'est évidemment le coin que je connais. Je dirais que Portobello est un très très bel endroit à voir. Toujours très route, mais du coup très authentique, avec un charme fou. C'est une vieille ville un peu coloniale, un peu dans son jus. En fait, c'est un ancien port espagnol. Ouais. Où il y a eu Morgan, d'ailleurs, un pirate, a fait un carnage il y a 500 ans, je crois. Et donc, c'est un lieu qui a beaucoup d'histoire. Et il y a surtout ces ruines avec ces canons espagnols qui sont encore là. Et on voit les gamins jouer dessus avec toutes ces cabanes. Et donc, il y a un côté, très, comment dire, un peu moite, un peu vermoulu. On a l'impression d'être dans un décor de pirates. On est chez les pirates. Jean-Bernard ? Écoutez, alors on va pas parler que du canal quand même, ni de Portobello, parce que j'ai aussi adoré cette ville, mais moi je voudrais vous emmener un petit peu dans un coin nature. Alors, vous êtes allé dans les San Blas, Philippe. Ouais. Moi je suis allé sur la côte Pacifique découvrir une île qui s'appelle Coiba et qui est classée parc national, je pense que vous la connaissez, Mathieu. Alors cette île, elle n'est pas très loin de la côte, à seulement 20 km, mais c'est vraiment un autre univers. Et vous savez comment on la surnomme ? On la surnomme les Galapagos du Panama, parce qu'il y a un écosystème unique, une faune incroyable. Alors des quinzaines d'espèces de serpents, faut pas trop se balader pieds nus là-bas, pas comme vous l'étiez justement, Mathieu, dans votre cabane. Il y a des oiseaux très colorés partout et des singes, dont les fameux singes hurleurs, dont on se souvient jusqu'à la fin de ces jours, de ces fameux cris rauques, des grognements qu'on entend à plusieurs kilomètres à la ronde. Vous le faites pas ? Vous le faites là ? On les entend, les singes hurleurs. Et puis, Philippe, Coiba, c'est aussi sous l'eau que ça se passe. Et là, c'est aussi un festival. Je suis plongeur, j'adore la plongée sous-marine. Il faut vraiment venir tremper ses palmes ici, parce que là, on fait des rencontres absolument hors normes. Parce que tout simplement, il y a un courant chaud qui passe à proximité de l'île de Coiba et qui amène avec lui toute une grosse faune. Quand je dis grosse faune, le meilleur moment d'observation sous-marine que j'ai vécu, c'est l'approche d'un requin-baleine à quelques mètres de la surface. Les requins-baleines, ça fait quand même 8-10 mètres de long, la taille d'un camion. Non, c'est complètement inoffensif. Je les ai vus en pleine séquence de gavage alimentaire. Le requin ouvre sa gueule et il aspire l'eau pour filtrer le plancton dont il se nourrit. Là, et l'animal, il est tellement en train de se régaler, en fait, il se fera un pied alimentaire de dingue. Il se régale incroyablement. Il est dans un état second.
et donc il est complètement indifférent à la présence des plongeurs. C'est-à-dire que vous voyez qu'il a l'œil content, il est satisfait. Il est dans un état second, il est shooté de manière alimentaire, il est complètement en phase de gavage, et il passe à côté de vous à quelques dizaines de centimètres, complètement indifférent, et vous êtes là, votre caméra, vous pouvez le filmer en gros plan, et c'est absolument extraordinaire. Et si vous venez entre juillet et octobre, un autre animal au même endroit, c'est les baleines à bosse. Alors elles viennent pour se reproduire et mettre bas. On fait du snorkeling avec elles, on les observe un petit peu dans leur tranche de vie. On voit les mamans avec leurs baleineaux qui les surveillent pour pas qu'ils fassent de bêtises, les diablotins. Et si vous avez vraiment de la chance, vous assisterez à un breaching. Le breaching, c'est quand la baleine, elle saute hors de l'eau et retombe avec un énorme splash à la surface. Ça, c'est un cadeau de la nature que j'ai eu la chance de vivre à Cohiba, Mathieu. Dis donc. Génial. On a envie d'y aller maintenant. Magnifique. Il y a des crocodiles aussi, vous avez. Oui, des crocodiles qui vont dans l'eau. Ouais. Gros méchants crocodiles. En kayak, faut faire attention. Merci beaucoup, Jean-Bernard. On a vraiment envie d'y aller.